Alors, je me référerai ici à l'anthologie de Jacques Derrida, écrite dans Spectre de Marx, parce que nous sommes tous entourés de spectres. Mais je vous rassure, ils sont symboliques. L'anthologie, c'est donc une injonction, il ne s'agit pas de célébrer, mais c'est une injonction du spectre et sa relecture et sa réécriture. Donc, il y a effectivement un paradigme sociologique Solvay autour de la conception de l'énergie. Son manifeste programme est détaillé dans une lecture de 1904 qui est faite à la Société d'hygiène alimentaire de Paris, l'énergétique considérée comme principe d'organisation rationnelle pour la sociologie. Il y aurait donc une rationalité à l'énergie, à sa constitution, son parcours, en son sens naturaliste, mais aussi via son médium social. Ce que nous trouvons chez les penseurs du début du XXe siècle, c'est cet effort intellectuel et expérimental vers la définition d'une conception unitaire et dialectique de l'ensemble des phénomènes naturels et humains. Il est toujours possible de discuter l'explication énergétique des phénomènes sociaux qui provient, avant Solvay, du naturaliste germano-balte Ostwald, mais ce que nous devons retenir, c'est, comme le note Isabelle Stengers, la recherche d'une notion fédératrice qui, à travers l'idée d'une conservation de l'énergie, nous permet de réfléchir à l'ensemble des réactions parcourant les êtres vivants et les êtres sociaux. Mais l'énergie elle-même, d'où vient-elle? Quelle est-elle? Et quel commerce entretenons-nous avec elle? Les trois problèmes qui ont occupé Ernest Solvay à la cinquantaine accomplie, fort de son succès économique, sont intimement reliés entre eux. Matière, vie, société. Tout d'abord la matière, le problème de la constitution de la matière dans le temps et dans l'espace. Il écrit en 1896 qu'il a la persuasion que la matière est transformable en énergie et réciproquement. Anticipation là d'un lien entre énergie et matière, énergie et masse, une idée qui sera démontrée en 1915 par Albert Einstein dans la relativité générale et la fameuse formule E égale mc2. Deuxième problème, la vie. Celui des mécanismes de la vie depuis ses manifestations les plus humbles jusqu'au phénomène de la pensée. Dans ce cadre biologique, Solvay a entrevu le rôle central de l'électricité dans les phénomènes neurologiques et cellulaires musculaires. L'oxydation du carbone de la matière vivante lui paraît centrale, comme le rôle des thermocatalyseurs. Il anticipe ici partiellement les structures dissipatives de Prigogine et le principe de l'entropie. C'est la self-organisation des systèmes vivants, c'est-à-dire leur tendance à évoluer dans le sens de la plus grande énergie et de la meilleure utilisation énergétique. La self-organisation se caractérise par son rendement et sa capacité énergétique. Elle tend, une fois édifiée, à se perfectionner sans cesse quand les circonstances du milieu s'y prêtent. C'est l'autopoïèse, définissant la propriété d'un système vivant à se produire lui-même en permanence et en interaction avec son environnement, sous la forme notamment de la consommation d'énergie, et ainsi de maintenir son organisation. L'organisation peut tendre vers un maximum ou une inégale répartition, potentiellement néfaste à son perfectionnement. Mais pour Solvay, la physiologie est la première des sciences sociales, parce que, je cite, en nous révélant les lois de l'organisme humain, elle nous montre ce que nous devons faire pour améliorer l'organisme social. Troisième problème donc, la société. Les recherches sociologiques concernent l'étude du point de vue énergétique, de la genèse et du mode d'action des facteurs sociaux dans le temps et dans l'espace, qui permettra de préciser les relations des organismes individuels avec le milieu social et d'arriver à des évaluations numériques précises. Arrêtons-nous sur le terme numérique. Dans le lien entre les deux instituts physiologiques et sociologiques, Solvay semble bien imprégné de la physique sociale, telle que son compatriote Quetelet et Auguste Comte peuvent l'envisager. Solvay conçoit sa pensée sociologique comme positive, une pensée qui doit mener à une politique positive. L'aspect numérique doit nous permettre de comprendre les variations de l'énergie en fonction du milieu et pour chaque type d'homme. La notion énergétique est pour Solvay un élément rationnel auquel on doit comparer toutes les données empiriques. Tous les facteurs sociaux sont mesurables énergétiquement.
La mesure de la socio-énergie doit permettre de souligner statistiquement l'énergie utilisable de chaque individu et améliorer le milieu social pour augmenter le rendement de ce qu'il nomme l'homme moyen. Tout cela reste très physiologique et assez normalisant. Le laboratoire d'énergétique, proprement dit, qui pratiquera des expériences physio-sociologiques, aura une courte durée, 1902-1906. Ce qui intéresse Solvay, c'est manifestement l'énergie mécanique, parce qu'il la considère dans une vue productiviste, comme la fraction de l'énergie socialement utilisable. Mais il étend le sens de l'énergie à des facteurs énergétiques indirects chez les humains, des objets d'ordre sensoriel, comme l'habitation, le vêtement, ou intellectuels, comme les productions de l'art et de la science, qui vont influer sur l'énergie mécanique. En fonction du contexte, il faut resituer le productivisme dans les transformations sociales et économiques de la Belgique du 19e et du début du 20e siècle. La Belgique a connu, en parallèle avec la Grande-Bretagne, une industrialisation précoce. On parle de deuxième puissance industrielle du monde à cette époque. Le paradigme industriel est le modèle absolu. La rationalité économique symbolise la modernité et le progrès. Donc c'est dans le cadre d'une croissance purement quantitative et du développement de la rationalisation du travail par la technique qu'il faut comprendre la pensée de Solvay. Il s'agit bien d'augmenter le rendement productif des hommes, et notamment dans le cadre industriel. Mais il s'agit aussi de penser un cadre social afin que les travailleurs soient à même de produire. Nous sommes aussi dans un contexte de crise potentielle, politique, économique, sociale. Les crises guettent surtout parce que les conséquences sociales néfastes de l'industrialisation et les exagérations du capitalisme menacent la société elle-même. Dès lors, le productivisme ou production intégrale n'est pas uniquement une doctrine de production extrémisée à vocation directement quantitative dans l'accumulation de matière. Elle implique aussi une considération forte quant au progrès social, parce que les individus sont supposés tendre vers la meilleure existence possible. Avec le productivisme, le deuxième principe d'Ernest Solvay, c'est l'égalité du point de départ ou capacitariat. Il faut éviter les inégalités et la reproduction, qui sont autant de frustrations dans les relations de travail. Il est nécessaire de développer la capacitation des classes ouvrières et moyennes, pour qu'elles puissent, elles aussi, libérer leurs énergies. Les conséquences de l'inégalité, gaspillage des énergies collectives et des capacités des plus doués, multiplication de l'incompétence et des moindres valeurs. De manière intéressante, Solvay considère la stratification sociale des classes comme une stratification contrariée de l'énergie. Les moyens de cette égalité sont l'instruction publique, qui a pour but de créer, multiplier les capacités productives, et le chômage capacitariat, qui correspond à un service de travail obligatoire et un droit à l'information, à la formation, similaire au RSA en France. La formule du progrès est bien celle de l'égalité du point de départ, qu'on peut assimiler à l'égalité d'opportunité. Mais est-ce une égalité comme destination finale ? Finalement, Solvay, c'est le troisième principe, nous propose une nouvelle théorie de la valeur, ou des échanges, exemplifiée par le comptabilisme. L'idée du comptabilisme est une espèce de grand livre des comptes tenu par l'État, qui supprimerait à terme la monnaie et la remplacerait par un système d'émission de chèques, en rapport à la valeur de la production dans les livres des comptes. Pour Solvay, je cite, « Les choses valent par l'utilité matérielle ou intellectuelle qu'elles ont pour nous, et en raison de cette utilité même, mais ne valent pas parce qu'il y a une monnaie. » Il déteste par-dessus tout la spéculation financière qui ne crée rien du tout, en captant et hypertrophiant la valeur énergétique, disqualifiant le travail réel fourni. Dès lors, il s'agit de dresser le bilan énergétique de chaque contribution individuelle, des contributions individuelles qui sont non monétaires et sont enregistrées dans le compte global de toutes ces contributions, énergétiquement mesurées donc. Il faut constater, d'un point de vue politique, le caractère hybride de sa pensée, à la fois entre socialisme utopique et les branches les plus idéalistes du libéralisme économique. Le comptabilisme, qui est une sorte d'organisation du marché,
D'un côté, nous avons l'idée libérale d'une concurrence pure et parfaite, une information la plus transparente possible sur le marché entre l'offre et la demande. Il parle aussi de liberté douanière. De l'autre côté, nous avons la branche socialiste, avec ce qu'on pourrait interpréter comme une mise en valeur de l'artisanat, du travail fourni et surtout une critique de la spéculation. Le productivisme, c'est l'organisation de la production. Il y a l'idée libérale d'un côté d'une allocation optimale des ressources, une production intensive. De l'autre côté, nous avons l'intervention de l'État dans la production, libre socialisation par participation financière. Au niveau social, il s'agit pour lui d'assurer la liberté individuelle et d'entreprendre et la propriété, mais dans le même temps, il s'agit de limiter l'hérédité capitaliste successorale. Il s'agit aussi de procurer une assistance aux plus démunis en tendant vers l'égalité des chances au départ. Les politiques sociales visent à faire progresser le niveau de vie des classes laborieuses. D'un point de vue critique, dans le rapport à la colonisation, bien sûr, il est possible de critiquer Solvay, à la fois pour son positivisme exacerbé et son scientisme d'époque. Il y a une forme de mathématisation trop formelle du monde qui empêche toute portée herméneutique ou interprétative de la donnée purement biologique. Ainsi, jamais Solvay ne pense les conditions éthiques de l'application biosociale de son système de pensée et de cette classification-typification des rendements énergétiques. Le rapport civilisé-colonisé pourrait-il être appréhendé en termes énergétiques ? Même s'il ne s'exprime pas directement sur l'infériorité ou la supériorité des races, bien qu'il a participé à l'élaboration du traité d'annexion du Congo, la forme de catégorisation de l'énergie en termes de rendement peut déboucher sur de telles conclusions. Il y a bien un danger du biologisme, d'une évaluation du rapport civilisé-colonisé en termes inférieurs-supérieurs, et à la fois dans une correction de l'inaptitude supposée, dans une sorte de visée d'émancipation des États inférieurs. Si Solvay ne s'engage pas dans cette voie de manière frontale, Emil Waxweiler, premier directeur de l'Institut, sera plus prompt à s'engager dans de tels types de raisonnements à travers des considérations anthropologiques sur l'inégale répartition des aptitudes cérébrales et dans l'acceptation du terme de civilisé en rapport à la propension à mieux organiser l'énergie. Nous sommes aussi dans un contexte qui prône l'hygiénisme social. Ne pas oublier un certain succès des idées eugénistes en Belgique avec la création d'un office belge d'eugénique en 1922, l'année de la mort d'Ernest, qui est situé à l'Institut belge de sociologie grâce à la générosité du fils Armand. Et dont deux membres éminents, les docteurs Barnich et Ostelet, font partie de l'Institut de sociologie lui-même. Dans la pilarisation des sciences sociales en Belgique, j'ai dû un peu revoir la catégorie, que pouvons-nous entrevoir ? Donc, la sociologie belge se définirait par rapport à deux pôles ou deux fantasmes. D'un côté, la sociologie française, notamment l'école durkheimienne, ou le fantasme de la société. Sociologie française qui reste trop holiste, qui élabore une conception de la société trop abstraite. La notion de contrainte semble trop transcendantale, à la différence de la sociologie belge, plus focalisée sur l'individu et ses associations, l'interaction dynamique et beaucoup plus ouverte à d'autres disciplines, la psychologie, la biologie. Le deuxième pôle négatif, si vous voulez, ça serait la sociologie allemande de Max Weber, le paradigme interprétatif et compréhensif, plus porté sur l'herméneutique, le fantasme de la raison. Trop focalisé sur les activités de représentation et symbolique, ce qui compte, ce sont les interprétations des actions elles-mêmes, et non pas directement leur caractère, disons, concret, tel que peut l'analyser Solvay dans les processus biologiques. Ni Weber, ni Durkheim, ni Marx. Il est intéressant de s'arrêter sur les critiques adressées à Solvay par Max Weber dans un article en anglais de 1909 publié dans une revue américaine, Energetic Theories of Culture, les théories énergétiques de la culture, parce qu'elles reflètent l'acceptation contemporaine des théories de Solvay. On peut les résumer les critiques rapidement à plusieurs points. Tout d'abord, Solvay fait du modèle des sciences naturelles un modèle absolu, qui doit être appliqué à toutes les autres disciplines, alors qu'il existe au sein même de la biologie, dit Weber, différentes formes de pensée et différents types d'explications.
Deuxièmement, Weber ne souscrit pas à l'explication énergétique de la culture, et notamment le fait que la notion même d'énergie ne peut pas être comprise en termes d'interprétation des valeurs. Weber récuse au fond une forme de réductionnisme qui oublie les interprétations culturelles au cœur des explications énergétiques. Mais surtout, la grande critique que Weber émet est une critique sur le manque de réflexion éthique du projet global. Le fait que les organismes vivants tendent par leur comportement vers le meilleur rendement énergétique ou la plus longue durée d'existence, ou encore que l'espèce peut être considérée comme une entité collective, ne fait suite à aucune obligation éthique. Comment alors comprendre les bonnes proportions ? Solvay omet de penser une lecture herméneutique et interprétative de la notion même d'énergie en fonction des valeurs. Jamais Solvay ne pense le rôle compensatoire de la perte d'énergie ou s'interroge plus profondément sur la signification psychologique de la dépense. De sorte que l'investissement et l'orientation par les valeurs de cette forme presque sacrée d'énergie ont été complètement omis de l'analyse. Alors même, dit Weber, qu'il aurait été possible de discuter entre les sciences historiques et les sciences naturelles. C'est bien pour Weber la mise en relation des nouvelles énergies et de leur technique sociale d'utilisation avec une mesure normative et interprétative des bonnes proportions qui aurait eu un intérêt scientifique. Plus généralement, dans ce cadre, il est possible de donner quelques considérations plus larges sur, en termes historiques sur la sociologie belge avec 3 axes que j'ai repérés un petit peu vulgairement, mais il y a un pôle question économique et sociale, le facteur humain dans l'organisation du travail et la production industrielle, Mahem, Doucy, Erali. Il y a une composante biologique qui a accouché d'une branche fonctionnaliste, Jeanne, Duprel. Mais de façon transversale, il y aurait une tendance de la sociologie belge à l'interaction, à remonter à la notion même de rapport, Célestin Boulet, une interaction qui suppose donc un outil propre tel que la transaction, est-ce une spécificité belge, la valeur énergétique étant une valeur transactionniste. Comme l'a noté Jacques Conan-Hutter, peut-être je déforme le nom, il y a chez divers auteurs, je cite, la recherche d'une catégorie élémentaire qui permette l'élaboration de propositions généralisantes, assorties de la mise en évidence de la dynamique sociale, l'unité d'analyse étant toutefois toujours une catégorie d'interaction. L'élément moteur, c'est la force chez De Greef, l'énergie chez Solvay, la complémentarité dans l'interdépendance chez Duprel. On constate un certain rapport d'équilibre, parce qu'il y a certes la recherche d'une catégorie globalisante, mais il y a peut-être aussi un focus sur l'individu et sa libre détermination dans l'analyse dynamique de l'interaction et de ses déterminants. Spécificité du rapport de l'individu à la société, ce qui est moins tangible pour les sociologies françaises et allemandes. Pourrait-on parler de la spécificité d'un humanisme belge ? L'ouverture pluridisciplinaire traduit une forme d'intégralisme de la personne humaine, tout en étant appréhendée sur le temps long de l'évolution, mais tout en intégrant ces différents domaines, on recherche dans le même temps à la dissocier en se demandant ce qui est proprement social, entre le biologique, le technique et le social, ou ce qui est propre à l'humain. C'est une hypothèse que je laisse à votre réflexion. Pour conclure, j'aimerais parler de ces prolongements contemporains, donner quelques pistes de recherche. Lorsqu'on compare, à l'époque, on le compare à Saint-Simon, Weber le compare à Fourier, en rapport au productivisme, Ernest Solvay répond « Peu m'importe à moi, et peu importe au peuple, me semble-t-il, ce que je suis par rapport au passé. Le point capital étant évidemment de savoir ce que je puis être par rapport à l'avenir, car nous ne travaillons pas pour les générations qui nous ont précédés, mais bien pour celles qui vont nous suivre. » 2 points pour finir. Premièrement, la notion énergétique ressurgit dans l'épistémologie contemporaine. L'énergie serait-elle le dernier stade de l'évolution ? Si on suit le parcours historique de la métaphysique constructiviste, on voit qu'elle a déconstruit tous les éléments transcendantaux jusqu'à plonger dans l'immanence. Dans ce processus, ne reste plus que la nature,
Et puis la vie, qui peut être comprise en termes énergétiques. Je prends comme exemple Bruno Latour, multiplicité et flux, à la fois humains et non humains, sociaux et non sociaux, sont désormais le lot de la sociologie comme science des associations. Par ailleurs, il a été démontré que la matière est considérée maintenant comme une condensation temporaire de l'énergie. À partir de là, on voit l'apparition d'un courant philosophique du matérialisme radical qui a tiré les conclusions de ce changement et manifeste une réappropriation de la question de la vie, notamment en termes de physique sociale ou physique politique. Il y a bien la tentative de penser une sémiologie intégrative qui essaye de rendre compte des relations de flux à flux. On recherche une unité de base, un principe définitionnel par lequel il serait possible de comparer, voire de les mesurer pour assurer les jonctions entre les différents domaines. Il y a eu un déplacement phénoménologique ou herméneutique entre le signe et l'information, le signe et l'énergie, l'information et l'énergie, un déplacement qui a été opéré par la cybernétique et un terme libidinal dans le post-structuralisme. Le deuxième point, c'est la nécessité de réévaluer la question sociale de l'énergétique, bien sûr en fonction de l'épistémologie contemporaine, en rapport à cette nouvelle acceptation de l'énergie, mais aussi à un contexte socio-économique fort différent. La production, comment pouvons-nous adapter sa théorie sociologique à une société qui n'est plus industrielle, mobilisant force physique basée sur la machine, mais une société post-industrielle mobilisant des capacités de conceptualisation qui sont cognitives, basées sur l'informatisation. Dans une société post-industrielle, économie de la connaissance, la circulation du savoir, de l'information et des flux est le facteur déterminant du progrès. Les notions de production, productivité, croissance ne sont pas simplement appréhendées en termes quantitatifs, mais également en termes qualitatifs. Exemple du bien-être. Comment pourrions-nous rendre compte de la notion d'énergie en fonction du modèle post-industriel, nouveau type de production, nouveau type qualitatif de progrès et de croissance immatérielle? L'enjeu fondamental est celui d'un passage d'une société industrielle à une société post-industrielle, d'une croissance quantitative à une croissance qualitative, d'un matérialisme socio-économique à l'enjeu du post-matérialisme. Je pense ici à Moulier-Boutan, capitalisme cognitif et travail immatériel, Bernard Stiegler qui pose le problème énergétique dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information. On pourrait, je passe sur le comptabilisme, mais on pourrait voir l'actualité de ce système démonétarisé. En ce qui concerne l'énergie, quelques remarques conclusives. L'énergie est désormais un des thèmes clés de notre société, et au-delà des aspects techno-économiques, l'idée majeure de Solvay est que l'énergie peut être socialisée. Qu'en est-il de l'utilité de l'énergie en termes interprétatifs? D'un point de vue physique, l'énergie elle-même est neutre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, ni même de production. Il s'agit plutôt d'un changement de forme que prend l'énergie entre deux systèmes, ou de transfert d'énergie d'un système à l'autre. C'est cette idée qui est intéressante pour la sociologie, l'analyse des investissements énergétiques dans les choses, entre les hommes et entre les domaines, ou la manière dont circule l'énergie, la manière dont l'énergie est socialisée et la façon dont l'énergie ainsi socialisée peut interagir avec l'organicité individuelle et collective, sociale et politique. C'est la question de l'orientation humaine de l'énergie elle-même, dans une vision qui articulerait l'aspect culturel et interprétatif dont parlait Weber et l'aspect biologique et déterministe qu'analysa Solvay. Au fond, Solvay, c'est ma remarque conclusive, Solvay a posé une question fondamentale, celle du passage de la matière à la forme, et réciproquement. Essentiellement, sa théorie a ramené l'explication des phénomènes de la vie, forme, au déterminant physico-chimique, matière, mais le nouveau programme serait de se demander si les formes que nous créons n'influeraient-elles pas la matière. Comment les activités sociales et leur création de formes peuvent-elles modifier les déterminants physico-chimiques? Comment peut-on passer de la forme à la matière? L'imprimante laser 3D est un exemple concret de ce genre de questionnement parce qu'il est question de créer de la matière à partir de la forme. Cela concernerait de manière beaucoup plus extensive tous les systèmes d'organisation que nous créons pour socialiser l'énergie et améliorer notre productivité, tout en progressant dans l'organicité humaine en interaction avec notre environnement. Mais cette tâche nécessite à la fois une sémiologie structurale et une éthique bioculturelle, une compréhension descriptive et analytique
de l'ordre du fait et une évaluation normative et interprétative de l'ordre des valeurs. Je vous remercie.